direct à LCN. Lancé, les travaux ont repris à l'Assemblée nationale et contre toute attente, ce qui a retenu beaucoup l'attention. Aujourd'hui, c'est un dossier explosif, polarisant, sur lequel le ministre de l'Éducation a tranché, les enfants transgenres et les toilettes mixtes. On commence là-dessus notre joute des analystes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsour. Bonsoir. Alors, Bernard Drainville ferme la porte, demande au Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda de rectifier le tir. On écoute M. Drainville ensemble. Est-ce qu'on pourrait, comme je l'ai vu dans certaines écoles, désigner une toilette individuelle et la désigner toilette mixte? Pourquoi pas? Mario, est-ce que le ministre a bien fait aujourd'hui? Totalement. J'ai trouvé que c'était la position raisonnable. On est pensé au plus grand nombre, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes filles. Il a donné l'exemple d'une jeune fille de 12, 13, 14 ans qui aurait ses premières règles. Il y a beaucoup plus de jeunes filles mal à l'aise, on pense souvent aux filles qui sont mal à l'aise, mais les jeunes gars, cet âge-là aussi, absolument. avec leur corps, sont pas toujours à l'aise. Ouais. Beaucoup plus de jeunes Manuel, mal c'est à vrai. l'aise d'avoir l'autre sexe dans les salles de bain. Donc, on accommode le plus petit nombre, mais on fait la chose qui est la plus agréable à vivre pour le plus grand nombre. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, il l'a bien expliqué, il n'a pas exagéré dans le langage, il était posé, j'ai trouvé ça parfait. Ouais. Emmanuel, avant de nous dire ce que tu en penses, t'es étonné, toi, quand même, que ce sujet-là ait fait autant de bruit aujourd'hui? Bien, c'est étonnant, puis ce l'est pas en même temps, malheureusement. Moi, ça m'amuse de voir que ça fait une semaine que tous les partis politiques disent coup de la vie, coup de la vie, coup de la vie, coup de la vie. Mais la minute qu'un journaliste, parce qu'il faut quand même le dire, là, c'est un journaliste pendant la conférence de presse de M. Paul Saint-Pierre Plamondon a lancé là, le débat sur les trans dans les écoles, bien là, le débat politique s'enflamme. Ouais. Pourquoi c'est pas surprenant, dans le fond? Parce que le coût de la vie, ça ne se règle pas du jour au lendemain. C'est pas... Alors que ces enjeux-là, sur les trans, sur Mettons, on va y revenir, c'est hyper polarisant, c'est hyper émotif, c'est le pain et le beurre des partis politiques pour soulever l'indignation, essayer de rejoindre leurs troupes. Puis ceux qui s'imaginaient que le Québec allait faire l'économie d'un débat litigieux sur la question des trans dans les écoles, bien, ils se sont amèrement trompés. Ouais. Est-ce que ça prend une commission parlementaire pour le faire, Paul? Ben, le Parti québécois est arrivé avec cette suggestion aujourd'hui. Sophie, à tous les jours, pour préparer l'émission, le bilan, j'ai le privilège de parler avec Régine Laurent. Fait que j'ai appelé Régine tout de suite. Hein, elle a présidé la commission sur les droits de la protection, les droits des enfants. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Puis je trouvais que son point de vue est plein de sagesse. C'est une question extrêmement délicate. Et là, on parle de jeunes. Imaginez des jeunes en pleine puberté qui sont mal dans leur corps, qui décident qu'ils veulent changer de genre. Déjà, en soi, imaginez, est-ce que une commission parlementaire est le forum approprié compte tenu des risques de débordement? Régine a dit, sortez la politique de ça. Sortez la politique de ça. Depuis la semaine dernière qu'on en parle avec les conservateurs, ils ont été les premiers là, à ramener le débat sur la scène publique. Sortez les politiciens, les politiciennes de ça. À la rigueur, comité de sages, tout ça, mais c'est pas le moment et c'est pas le forum approprié selon elle. Le problème avec l'idée de sortir les politiciens de ça, c'est qu'objectivement, c'est ce qu'on a fait dans les écoles depuis des années. Les écoles ont plein de règles, ont mis en place plein de choses, puis là, tout d'un coup, ça vient à l'oreille des parents et des enfants, puis les parents particulièrement qui disent « Minute, là, ça va trop loin. Alors, à un moment donné, il y a une partie de ce débat-là qu'il faut trouver une façon d'avoir sur la place publique, mais d'avoir de manière non partisane. Est-ce que c'est soit un comité de sages, mais ce qui, d'après moi, ne créera pas de consensus politique, ou un comité un peu comme ce que m'avait fait M. Legault sur le racisme, sur la question de la lutte contre le racisme. Tu prends ça n'a pas fait Drainville, consensus non plus, là. Non, mais tu peux prendre, par exemple, le ministre Drainville, les porte-paroles en éducation, quelques experts, pour essayer de créer un espace où on s'entend. Mais c'est un débat difficile. Et moi, sur la question des jeunes, laisser la place au... mais en même temps, c'est un beau débat. Mais sur la question des jeunes, moi, Gaétan Barrette racontait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il disait, ceux qui pensent que ça se prend à la légère, ces décisions-là, ne connaissent pas la réalité. Tu sais, il n'y a pas un jeune à qui ça arrive qui n'est pas encadré par des psychiatres, par des médecins spécialistes de tous les rayons qu'il faut. Alors donc, on monte en épingle un problème. Mais y a-t-il vraiment un gros problème sur la question des changements de genre, en tout cas? Oui, en tout cas, c'est un dossier qui est mais sûrement je pense quand même que le par Parti bien québécois... des politiciens. Je pense quand même que le Parti québécois frappait une fausse balle aujourd'hui. C'est-à-dire que la question est arrivée
d'un journaliste. C'était pas prévu dans leur point de presse. Ouais. Mais dans sa réponse, Paul Saint-Pierre Plamondon a donné une réponse beaucoup trop chargée, proposé une commission parlementaire, dit la menace de la gauche radicale. Donc, par la force des choses, par sa réponse, on a fait le débat du jour. Je suis pas certain que c'était, même pour le PQ, je suis pas certain que c'était prévu comme ça. Rentrée parlementaire, hein, il y a beaucoup de sujets. Un autre très beau dossier, un beau débat, là, en lien avec la partielle qui approche évidemment Meta et les partis politiques. Acheter ou non de la publicité. QS, les libéraux ont comme brisé le consensus, mais là, le gouvernement pourrait faire pareil. Est-ce que vous attendiez à ça? Ben, c'est M. Legault, aujourd'hui, là, qui a blâmé Québec solidaire. Puis ils ne jouent pas à armes égales dans Jean Talon. Eux le font et je leur demande de ne pas le faire. Sinon, on va le faire nous-mêmes, acheter la publicité sur Facebook. Mais je ne sais pas, Emmanuel et Mario, comment vous avez réagi, mais quand on entend Gabriel Nadeau invoquer la démocratie pour, au fond, briser le consensus de la classe politique, de ne pas encourager Meta, le Facebook, entre autres choses, alors que, justement, ce géant américain tente de casser carrément un gouvernement démocratiquement élu qui a adopté une loi en bonne et due forme pour que Facebook partage un peu ses profits aux médias traditionnels. Là. Non seulement Paul a raison là-dessus, mais c'est pire que ça. Parce que depuis le temps qu'on en parle, Facebook, c'est pas un espace de démocratie, les amis, là. C'est pas un lieu où tu es confronté au choc des idées, ou les débats. Un lieu... Toutes les études démontrent que le but des algorithmes de Facebook, c'est de t'amener des idées qui reflètent ce que tu penses déjà. Donc, Facebook, par définition, c'est l'antidémocratie. Alors, en prétendant qu'il faut se servir de Facebook pour le bien démocratique, je m'excuse, mais QS... s'est retiré de tout débat sur le contrôle des médias sociaux. Ils disent que cette forme de boycottage est inutile. Mario, ça nous prouve que Meta est incontournable? Ben, c'est ça. Pour moi, Sophie... C'est ça l'histoire. C'est que nos partis politiques, en pilant sur leurs principes comme ça, Québec solidaire les premiers, ils viennent dire à Meta, la plus belle chose là, que Facebook veut entendre, c'est... Eux, ils se placent dans une position, on est plus fort que les gouvernements. Nous autres, le Facebook, on est plus gros que les gouvernements, on est plus fort que les gouvernements. Puis t'as les partis politiques du Québec qui viennent dire, ben oui, vous avez bien raison, vous êtes plus fort que les gouvernements. On n'est plus capable de rejoindre notre monde sans vous. Je trouve ça terrible. Ouais. Bon. Après la pause, le premier ministre Trudeau a réussi à se mettre en route vers chez nous, vers le Canada. Comment on va le recevoir demain à son caucus de London? On en parle ensemble au retour. Restez avec nous. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Alexandre, un Canadien qui est passé pour voleur aux États-Unis? Ouais, pas juste passé pour voleur, Mario. Il a réalisé quand même là, un bon vol, on va le dire. Un vol assez ingénieux quand même, merci. Un peu inusité. Ouais, Mohsen Akbari, qui est un Canadien d'origine, qui a 37 ans, qui revient à ce moment-là, lui, de la Corée du Sud, qui arrête aux États-Unis, ben plutôt, il se pose aux États-Unis le 1er mars dernier, et là, il se met à se promener dans des Walmart, Mario. Des Walmart d'un État à un autre, puis un autre Walmart, puis un autre Walmart. Puis sa méthode... c'est toujours la même. Il se rend en caisse, il fait comme un tout petit achat. Là. Il achète 2 paires de bas blancs au Walmart. Décide après ça, arrive à la caisse et dit « Ah, vous savez, monsieur, madame, je collectionne la monnaie américaine, des billets de 100 $. Est-ce que vous pouvez m'en montrer des billets de 100 pour voir s'ils ressemblent à ma collection? » Je ne sais pas exactement les mots qu'il utilisait, mais demandait à avoir des billets de 100 $, puis finissait par en subtiliser. Aussi bêtement que ça. En glissait. Il arrachait des mains? Ou? Semble-t-il qu'il était ultra rapide, c'est pour regarder genre les magicien, là? Un peu. Il en glissait dans sa manche, dans sa poche, prenait des billets de 100 $ comme ça, remettait d'autres. Ah, merci, c'est bien fin, bonne journée. Repartait, les déposait dans un compte bancaire américain, les transférait après ça dans ses comptes au Canada, puis continuait, Mario. Puis là, tu te dis, ben là, coûte 100$, tu vas pas... Ben, il aurait volé plus de 64 000 $ américains grâce à ça. C'est 86 720 $ canadiens, ça. C'est pas rien, quand même. Il en a pris des 100$. Ben, il en a pris des 100$, puis c'est ça que la police n'arrive pas à comprendre exactement comment il a pu se rendre à autant de larcins sans se faire attraper. 30 magasins différents, 9 États, entre le 23 mars et le 8 juin 2023. C'est quand même efficace, là. Faut que tu roules là, pour faire tous ces établissements-là. Du Sud, il a passé 3 mois à juste voler des Walmart aux États-Unis. D'un Walmart à l'autre. Oui, il est allé au Missouri, en Illinois, Indiana, Virginie, Maryland. Il s'est promené là, dans tous ces endroits
endroit-là. Puis le problème, c'est un chef d'accusation de fraude électronique, vu qu'il a réussi à faire transférer de l'argent jusque dans son compte canadien. Après ça, d'autres accusations, puis ça pourrait quand même... Mais là, est-ce que, je sais pas, sur les caméras de surveillance de tous les magasins, est-ce qu'ils sont capables de retracer son passage? Mais ça, c'est une bonne question. J'imagine que c'est ça que l'enquête finit par faire, parce que là, à force de... Il y a dû qu'avoir quelqu'un qui a tiré la sonnette d'alarme en disant, là, hey, il nous manque une coupe de 100$ dans notre caisse. Hey, nous aussi. Au Maryland aussi, la gang, ça a de l'air. Fait que c'est un... honnêtement, je t'avoue, Mario, il y a bien des vols, des fois, je trouve ingénieux ou inusités. Mais celui-là... faut être déterminant, s'il vous plaît. Là, il arrive quoi, monsieur? Parce que là, il était survenu au Canada, il va-tu? Ouais, là, parce que non, lui, il a été finalement arrêté en ce moment, puis il est accusé, puis parce que c'est quand même, là, certains, il serait passible, là, entre autres, d'une peine maximale de 20 ans de prison pour certains de ses chefs d'accusation. Donc, c'était drôle tant qu'il se faisait pas prendre. Aux États-Unis, la justice, c'est pas... ils niaisent pas trop avec ça, là. T'es mieux de... Idéalement, pas avoir affaire à eux. Merci, Alexandre. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. En direct à LCN. Maintenant sur le retour de Justin Trudeau au pays après un autre voyage en Inde qui a fait beaucoup jaser. Le premier ministre qui va revenir à temps pour son caucus national demain. Son avion a décollé, Eureka, mais il va être reçu comment? Il revient là, pour faire face à un caucus inquiet et grognon, Paul. Il risque d'avoir plus de turbulences pour M. Trudeau à London au sol qu'il y en a pendant son vol de retour. Et cet incident-là en Inde, 48 heures de plus, problème technique de l'avion, révèle beaucoup de choses. Certains diront qu'au fond, l'entourage de M. Trudeau souffre des mêmes problèmes que son avion, vétuste et souvent incapable de se retourner sur un dissous et usé. Comment se fait-il que le premier ministre ne soit pas rentré plus tôt? Il y avait d'autres moyens, des vols commerciaux, il y avait... l'Inde, imaginez, l'Inde a offert l'avion du premier ministre au Canada. Ils l'ont décliné. Oui, c'est ça. Mais donc, l'entourage de M. Trudeau l'a décliné. C'est pas normal que personne dans son entourage ait trouvé une solution. Ça peut arriver, ce genre de choses-là. Mais c'est gênant, très gênant dans le contexte actuel. Oui, Emmanuel? Bien, moi, je pense que oui, il va faire face à un caucus grognon, un caucus exaspéré, un caucus inquiet, mais en même temps, en coulisses, les libéraux, ils reconnaissent. C'est leur meilleure personne pour faire campagne. Il n'y a pas de chef potentiel québécois qui ferait mieux que lui au Canada anglais. Il n'y a pas de chef potentiel du Canada anglais qui ferait mieux que lui au Québec. Donc, c'est comme s'ils sont un peu coincés. Il y a une chose pourtant très simple que pourrait faire M. Trudeau pour calmer la grogne dans son caucus et pour se donner les moyens de rebondir. C'est ce qu'il aurait dû faire au lendemain de la dernière élection. C'est de remercier sa chef de cabinet pour ses bons, ses loyaux services. C'est celle qui a servi le plus longtemps. Mais elle est devenue un paratonnerre, un signe de l'isolement de M. Trudeau face à ses propres troupes. Et objectivement, tu ne peux pas demander à un gouvernement d'arriver avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir les problèmes, quand le premier ministre est toujours entouré par la même personne qui contrôle tout et qui contrôle toute la réflexion. Donc, Mario, c'est pas seulement Justin Trudeau, c'est son entourage également, là. Oui, mais c'est lui qui doit rassurer. C'est lui qui doit montrer à son équipe qu'il a les choses en main. Parce que, tu sais, on dit un caucus grognon, mais c'est le caucus, là, la vérité, là, c'est qu'il a peur. C'est ça qui arrive. Les députés ont peur. Ils ont peur de... C'est quand les sondages sont mauvais, la première chose, ils ont peur de perdre leur comté. C'est ça qui arrive. Ouais. Et c'est ça qui vit. Et là, les sondages, c'est allé comme vite. Hein? Le printemps passé, c'était pas si pire. Bon, les sondages étaient un petit peu moins bons pour les libéraux. Mais là, on est arrivé au retour des vacances de l'été. Là, bing, bang, des mauvais sondages, un après l'autre. Puis le prochain encore pire. Alors là, la nervosité s'est installée. Alors, M. Trudeau doit calmer ça, montrer qu'il a les choses en main. Peut-être poser des gestes forts aussi, comme Emmanuel vient de mentionner. 2 mois, c'est une éternité en politique. Hein? Imaginez 2 ans, parce que c'est le gros avantage de M. Trudeau. Là. En principe, il reste 2 ans. Ouais. Il n'est pas trop tard, Paul? Pas trop tard. M. Bourassa, Mario, tu te souviens, il disait 6 mois, c'est une éternité en politique. Là, on pourrait dire maintenant, c'est 6 semaines. Mais tu sais, 2 ans. Et puis, bon, faut pas mésestimer Justin Trudeau. J'ai toujours dit, il y a 2 Justin Trudeau. Il y a celui qui est davantage fleur bleue, mais il faut jamais oublier non plus qu'il y a une nature de boxeur. Et là, Emmanuel, je vais te faire une analogie. OK? Je vais te
parler du syndrome George Foreman. C'est peut-être ça qui pourrait sauver, mais c'est peut-être la dernière carte. Okay. Rappelez-vous le combat d'anthologie. Foreman, qui était beaucoup plus fort physiquement que Mohamed Ali. Ali l'a laissé se fatiguer pendant 8 rounds, a encaissé les coups. Ça s'appelait rope a dope. Donc, il se collait sur les cordes, encaissait les coups, un peu comme M. Poilievre fait en ce moment. Et au 8e round, un coup a suffi parce que l'autre était fatigué. Est-ce que M. Trudeau pourrait réussir ça, M. Poilievre? En 2 ans, c'est long. Est-ce que M. Poilievre va se fatiguer? C'est l'autre question aussi. C'est peut-être la porte de sortie de M. Trudeau. Quand Paul sort ses références de boxe. Non, mais quand même. Là, Mario, qu'en dis-tu? Nous sommes sans mots. Avouez. Ouais, non, mais je vais dire une autre chose. Hein. On oublie, le temps, c'est long. Hein. Puis nous, on regarde toujours le présent, là, qu'est-ce qui arrive, mais le temps, c'est long. Pierre Poilievre a fait un travail magistral pour installer l'inflation comme un sujet où Justin Trudeau a des culpabilités et que lui serait le champion pour redresser la situation. Peut-être que dans 2 ans ou dans 1 an et demi, quand on arrivera en élection, l'inflation sera retombée à 2 puis que le problème numéro 1 sera devenu un autre. Donc, il y a ça aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord. Que Justin Trudeau a du temps et 2, qu'il a la capacité de rebondir. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Mario, comme tu dis si bien, le temps, c'est long. Hein, Mario le dit bien. Et on n'a plus de temps. Alors, on se voit demain. Au revoir. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain.